Alors, la step 2, les enjeux du management des organisations. La partie 1 qu'on va voir là, c'est les spécificités des différentes organisations. Ça va se décomposer en deux cours. Le cours 1, c'est sur les organisations, et le cours 2, c'est sur la théorie des coûts de transaction. Pour les cours 1 avec les organisations, il faut savoir qu'il y a plusieurs organisations différentes. Il y a des enjeux qui sont différents et qui impliquent du coup un management différent. Alors comment pouvons-nous définir l'organisation? C'est un groupement d'individus qui coordonnent des activités dans le but d'atteindre des objectifs communs. Il y a plusieurs types d'organisations. Les entreprises, les associations, les organisations publiques et les autres organisations. Alors l'entreprise, c'est une organisation qui produit des biens et ou services, et ces biens et ou services sont vendus sur un marché. Pour les associations, ils ont un but commun, et c'est un but qui est autre que la recherche de profit. Pour les organisations publiques, c'est clairement les intérêts généraux, et pour les autres organisations, il y a la mutuelle, les fondations, les syndicats, les ONG et les coopératives. Alors il y a plusieurs caractéristiques qu'il faut voir pour les organisations. Il y a différentes caractéristiques. Il y a la division des tâches, il y a la distribution des rôles, il y a le système d'autorité, le système de communication et le système de contribution-rétribution. Et toutes ces caractéristiques permettent de définir une organisation précise. Le cours 2, la théorie des coûts de transaction. Alors cette théorie des coûts de transaction a été mise en place par Coase et Williamson et c'est défini comme la rationalité limitée, et en fait les personnes ils ont un comportement opportuniste. Ils cherchent les coûts de transaction les plus faibles. Comme exemple de coûts de transaction, nous pouvons trouver la prospection, faire un contrat ou les frais de contentieux. La partie 2, les caractéristiques de l'environnement actuel des organisations, se déroule sur seulement un seul cours, qui est du coup les caractéristiques de l'environnement actuel des organisations. Alors, l'environnement d'une organisation, il faut savoir qu'il y a des facteurs plus ou moins proches qui exercent une influence sur son activité. Il y a trois types d'environnement: le macro, le méso et le micro. La macro-environnement, c'est en fait, ça concerne tout ce qui est politique et progrès technique. Le méso-environnement concerne les concurrents et les nouveaux entrants. C'est ce qui gravite autour du micro-environnement. Et du coup, le micro-environnement, ça concerne les salariés, les clients. Il y a plusieurs niveaux d'analyse pour caractériser un environnement d'une organisation via le modèle PESTEL. Alors, PESTEL, c'est politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. Alors, la qualification d'un environnement, comment on peut qualifier un environnement? Un environnement est incertain, complexe et comporte des risques. La partie 3 de ce step 2 concerne les relations entre l'organisation et ses parties prenantes. Cette partie va se décomposer en 4 cours. Le cours 1, parties prenantes et RSE. Le cours 2, la théorie de l'agence. Le cours 3, le New Public Management. Et le cours 4, les types de gouvernance. Concernant le cours 1 avec les parties prenantes et RSE, Freeman décrit plusieurs parties prenantes: les dirigeants, les actionnaires, les salariés, les clients, les fournisseurs, les concurrents, les banques, les États, les collectivités locales, les opinions publiques, les médias et les syndicats. Selon la théorie de Clarkson, il y a deux types de parties prenantes: les parties prenantes primaires et les parties prenantes secondaires. Dans les parties prenantes primaires, cela comprend les actionnaires, les salariés,
les clients, les fournisseurs. Alors que la partie prenante secondaire concerne les médias, les consommateurs, les groupes de pression, les gouvernements, les concurrents. Donc partie prenante primaire, ça englobe le micro-environnement, et les parties prenantes secondaires, ça concerne tout ce qui est méso et macro-environnement. Alors la responsabilité sociétale des entreprises, RSE. En fait, c'est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales. Sa recherche a un impact positif sur la société. Nous allons maintenant parler du cours 2, la théorie de l'agence. C'est Meckling et Jensen qui parlent de la théorie de l'agence. Et ça concerne la relation du dirigeant, donc l'agent, et l'actionnaire, le principal. Alors la relation de l'agence. Il faut savoir que du coup, entre le dirigeant et l'actionnaire, il y a une asymétrie d'information et qu'il y a un comportement rationnel, opportuniste et individualiste de ces agents. Les problèmes, c'est que cela entraîne des coûts d'agence, que les contrats sont forcément incomplets et que ça poursuit, du coup, comme on a dit, son propre intérêt pour chaque acteur. Les coûts d'agence que cela entraîne. Il y a le coût de contrôle, le coût d'obligation et le coût résiduel. Alors, l'objectif, du coup, selon cette théorie, c'est de réduire les coûts d'agence et trouver le degré de centralisation de la décision. Le cours numéro 3 est le New Public Management. C'est un mécanisme de contrôle et de gouvernance déficient, un manque de concurrence saine, un contexte économique propice à la rationalisation des dépenses publiques, et c'est pour ces raisons-là que le New Public Management a été mis en place en 1980 par l'OCDE. Alors quels sont les objectifs de ce New Public Management? C'est de transposer le secteur public et les méthodes de gestion du secteur privé, scinder les rôles entre élus et managers publics, appliquer le principe de subsidiarité et faire une exécution plus efficace. Dans le même thème de le New Public Management, nous avons le LOLF. Et c'est en fait une loi, la loi financière, qui est l'organisation publique qui adopte donc une culture budgétaire décentralisée et participative, orientée sur les résultats. Le cours 4, les types de gouvernance. Alors, selon Charot, la gouvernance, c'est un ensemble de mécanismes qui est délimité par les pouvoirs. Ça influence les décisions des dirigeants, du coup. Quels sont les différents types de gouvernance? Alors, il y a la gouvernance actionnariale, la gouvernance managériale, la gouvernance familiale, la gouvernance partenariale et la gouvernance publique. Il y en a 5 du coup. La gouvernance actionnariale, en fait, l'objectif c'est la réalisation de profits et la redistribution via les dividendes. La gouvernance managériale, c'est l'autonomie des dirigeants, la redistribution de la valeur ajoutée aux salariés. Pour la gouvernance familiale, en fait, c'est le capital qui est détenu par les membres d'une même famille. Il y a un lien étroit entre propriété et management. Il y a une forte culture d'entreprise. Il y a une recherche de développement à long terme. Il y a du coup une direction paternaliste et une stabilité des relations sociales et commerciales. Pour la gouvernance partenariale, ça consiste au contrôle et l'incitation de toutes les parties prenantes à optimiser la performance. Et le dernier type de gouvernance, c'est la gouvernance publique, et en fait c'est l'application du New Public Management avec l'intérêt général. Alors la dernière partie de cette step 2, c'est la partie 4, qu'est-ce que le management? Nous allons voir 3 cours. Le cours 1, le management, le cours 2, la théorie des organisations relatives au management, et le cours 3, le manager, l'entrepreneur et le dirigeant.
Donc, commençons par le cours 1, le management. Alors le management, ça consiste à piloter en prenant compte de l'environnement interne et externe. Alors manager, qu'est-ce que manager? C'est diriger et structurer, définir les objectifs, planifier, faire des choix, organiser et coordonner, animer et contrôler. Alors, il y a 3 types de niveaux de management. Il y a le management stratégique, le management organisationnel et le management opérationnel. Il faut savoir que ces 3 types de management seront vus dans les steps suivantes, plus en détail. Le management stratégique, c'est du management sur du long terme. C'est pris par le sommet stratégique et ça tient compte des intérêts des parties prenantes. Le management organisationnel, cette fois-ci, s'organise autour des flux et des ressources et ce management fait le lien entre la stratégie et l'opération. Le management opérationnel, le dernier, ce sont les décisions prises par la hiérarchie intermédiaire. Et du coup, l'objectif, c'est d'optimiser les ressources disponibles, l'efficience même. La performance globale d'une entreprise, d'une organisation, se décompose en 3 types de performances. La performance économique, la performance environnementale et la performance sociale. Pour le cours 2, la théorie des organisations relatives au management. Alors, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche analytique, systémique, collaborative. Pour l'approche analytique, ce sont des organisations qui sont divisées en plusieurs éléments. C'est plus facile d'étudier un élément que son ensemble, forcément, et c'est le management via la division rationnelle des tâches, avec Taylor et Ford. L'approche systémique de Van Bertalanffy se compose de 3 systèmes. Il y a le système de pilotage, le système d'information et le système opérant. Et pour la dernière approche, l'approche collaborative, c'est un lieu social où on incite les individus à collaborer, mais cela nécessite une culture d'entreprise, un management participatif et des structures favorisant les échanges. On peut prendre comme exemple l'entreprise Google. L'école sociotechnique a été mise en place par Emery et Trist. C'est un système qui est ouvert avec un système social et un système technique. Les enjeux de l'école sociotechnique, c'est s'approprier cette double approche, inclure l'humain, prôner le management participatif et impliquer l'humain dans les changements. Il faut du coup encourager l'autogestion. Pour la théorie évolutionniste de Nelson et Winter, c'est les entreprises qui s'adaptent via des apprentissages et des routines qui permettent de pérenniser les apprentissages. Plus les routines sont présentes, plus il y a de drills, plus ça fonctionne bien. Le cours 3, le manager, l'entrepreneur et le dirigeant. Alors le rôle du manager, via Henri Fayol, parce qu'on va voir aussi le rôle du manager via Henri Mintzberg, mais pour Henri Fayol, c'est de prévoir, organiser, commenter, coordonner, contrôler. Le POCCC. Prévoir, organiser, commander, contrôler et coordonner. Le rôle du manager, du coup, via Mintzberg, il y a 3 rôles principaux à retenir. Le rôle interpersonnel, le rôle d'information et le rôle décisionnel. Alors, le rôle interpersonnel consiste à la figure de proue, être un leader, être un agent de liaison. Le rôle d'information, c'est être un observateur actif, un diffuseur d'informations et un porte-parole. Et pour le rôle décisionnel, c'est tout simplement être l'entrepreneur, régulateur, répartiteur, négociateur. Selon Peter Drucker, la responsabilité du manager consiste à la responsabilité, il y a le résultat, le contrôle et la remontée d'informations.
La direction par objectif, la DPO, par Drucker, c'est définir la mission, fixer des objectifs, organiser et analyser, écouter et informer, évaluer et former. Selon Schumpeter, l'entrepreneur, c'est celui qui agit pour son propre compte, qui fait preuve d'innovation et qui prend des risques. Et le rôle du dirigeant, selon Barnard, c'est définir les finalités qui vont se décliner en objectifs, mettre en place un système de communication et inciter à coopérer.